Please welcome to the stage. Veuillez accueillir sur scène le modérateur Alison Gilward, recherche en technologie de la communication et de l'information en Afrique, et Pablo Hinojosa, Independent Grolac. Hello, welcome. Bonjour, bienvenue. Je vois que nous ne sommes pas beaucoup, mais c'est la qualité qui compte. Donc, nous avons aussi des gens qui nous écoutent en ligne. On les salue chaleureusement. Et il s'agit de préservation aussi, parce que nous sommes enregistrés et je crois que ce sera un dialogue très important. Je vais donc souhaiter la bienvenue à nos panélistes et démarrer notre session sur les technologies émergentes et les droits humains. D'accord? Appelons-les. Well, Voilà, on y est, c'est parti. Je suis un peu intimidée par toutes ces caméras. La résolution, là, elle est vraiment impressionnante. Donc, je m'appelle Pablo Hinojosa, je viens de la société, je suis indépendant du Grulac et j'ai travaillé pour le SMSI, pardon, et aujourd'hui je change de casquette. Je suis du côté de l'équipe technologie et j'ai le grand plaisir de co-modérer cette session avec Alison Gilward qui vient de ICT Research Africa, qui nous apporte la sagesse de l'équipe droits humains. Et nous ne sommes pas dans des camps opposés, hein, je précise, nous ne sommes pas dans des camps adverses. L'idée de cette session, c'est que ces technologies, ces droits se dirigent ensemble vers un avenir commun, inclusif et centré sur les personnes. Et c'est en tout cas là-dessus qu'on est d'accord. Je ne sais pas si on pourrait être d'accord sur tout, mais en tout cas, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Nous allons modérer ce groupe. La tâche sera rude. Nous avons d'excellents orateurs et nous avons 90 minutes pour cette session que nous allons diviser en 3 parties. Donc je ne sais pas si vous avez lu le programme de cette session. Il y a 3 questions principales sur les technologies émergentes et les droits humains et nous allons donner la parole à tour de rôle aux orateurs. Je modérerai le 3e bloc et Alison modérera les 2 premiers. Nous encourageons des participations de tout le monde. Il y a des endroits marqués d'une croix où vous pouvez prendre un micro pour vous exprimer. Mais s'il vous plaît, restez dans le dialogue. Ne digressez pas, s'il vous plaît. Nous vous en serions très reconnaissants. Et nous allons nous tourner vers l'avenir. Donc ça, c'est du côté logistique. Et du côté des panélistes, eh bien, je suis sincèrement honorée de passer ce moment avec vous. À ma gauche, nous avons Pierre Bonny, qui est PDG d'Ethnic. Il est également un membre de l'équipe technologie. Comme ça que je vais vous catégoriser, équipe technologie ou équipe droits humains. Et pour ceux qui ne vous connaissez pas, eh bien, vous avez vraiment participé à cette session avec d'excellentes contributions. Ensuite, c'est le directeur général de l'AFNIC.
is on Rodrigo Goni, qui est membre du Parlement de l'Uruguay, qui est chef du comité de l'avenir des technologies émergentes. Et Rodrigo est également président donc, de la commission de l'avenir et il participe avec d'autres parlementaires. Ça, c'est une contribution très importante. À côté de Rodrigo, nous avons Anita Gurumurthy, directrice exécutive de IT for Change, qui est bien connue dans la sphère de l'IGF. Je crois qu'elle est plutôt du côté équipe droits de l'homme. Et Peggy, ensuite, qui votre présence est très appréciée. Vous êtes directrice au bureau des droits de l'homme au HCR. Et nous serons ravis d'entendre votre contribution. Ensuite, nous avons Alex de Google. Alexandra nous donnera la perspective du côté politique générale. Je crois que vous êtes un petit peu dans une situation un peu délicate, mais nous sommes ravis que vous fassiez partie de ce dialogue. Et Julian, qui est en ligne, c'est un véritable honneur d'avoir votre participation. C'est vous qui avez dit que nous n'étions pas dans des camps adverses. Merci à vous. Julian, vous êtes à Prague, c'est ça? Oui, je suis à Prague pour mon doctorat. Julian fait partie du Center pour la politique numérique et l'IA. Il est coordinateur des groupes politiques. Et c'est donc impressionnant qu'il puisse se joindre à nous en ligne. Voilà, nous n'allons donc pas vous représenter à chaque fois que vous prendrez la parole. Les présentations sont faites. Allons directement dans le cœur du sujet. Allons-y. Qu'en dites-vous, Alison? Très bien, allons-y. Merci à ce formidable panel de se joindre à nous. Peut-être juste pour démarrer, je dirais que moi je suis plutôt sur l'équipe Jean et pas vraiment l'équipe droits humains. Et j'ai travaillé assez longtemps sur les aspects juridiques, comprendre les droits numériques et aussi les questions socio-économiques et vraiment parler des droits centrés sur l'humain. Nous avons 2,6 milliards de la population de la Terre qui n'est pas encore connectée et ça signifie que ces gens-là sont exclus. Et même dans les juridictions où on a des cadres de droit, eh bien, les gens n'ont pas les capacités d'exercer leurs droits. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour eux. Nous avons donc un certain nombre de forums mondiaux. Nous avons Global Justice, Justice mondiale, d'autres forums sur l'intelligence artificielle, les gouvernances des données en termes de justice et également est-ce que vous pouvez préserver les droits et avoir un cadre de gouvernance éthique qui peut avoir des effets injustes. Et je crois que malheureusement, c'est encore le cas. On le voit.
Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons ces cadres, mais malheureusement, ces droits ne sont pas exercés par tous. Et l'une des critiques, ça a été notamment de mettre l'accent sur le droit à la vie privée. Ce sont des informations absolument critiques, mais est-ce que c'est suffisant pour compenser les inégalités numériques? Et pour nous, le numérique, c'est un moyen d'exercer ses droits dans le monde contemporain. Et nous avons donc le pacte mondial numérique. On regarde ce qui se passe 20 ans plus tard, il y a eu la pandémie, etc. Et la question est de savoir où nous sommes arrivés. Et je crois que c'est bien d'aller au-delà de cette première génération de droits qui s'était faite de façon assez individuelle, c'est-à-dire les droits individuels ont primé sur les droits collectifs. Et on a vu des changements, notamment pendant la pandémie. Il y a bien sûr des violations des droits, des inégalités, parce qu'il y a des inégalités structurelles. Et je ne dis pas que les droits individuels ne sont pas importants, mais il faut aussi regarder quelles sont les implications et voir les choses aussi de façon plus générale, et aussi pouvoir compenser ces inégalités du point de vue des droits, et voir aussi quels sont les droits des générationnels en termes économiques, en termes d'environnement. Et ce n'est pas un cadre de conformité des droits, mais plutôt un cadre qui vous permet d'exercer vos droits, notamment pour la gouvernance de la technologie et s'assurer que les gens puissent exercer leurs droits dans un cadre, dans un environnement d'économie numérique. Et je crois qu'il y a un certain nombre de défis auxquels font face les législateurs. Et il s'agit d'étendre la protection personnelle et non pas de la limiter dans ce cadre dont je parlais, parce qu'on est face à des pouvoirs non personnels. Voilà, merci d'avoir planté le décor. Je pense que nous allons pouvoir démarrer la conversation sur de bonnes bases. Nous avions un premier bloc de questions qui portent sur les politiques. Comment est-ce qu'on peut utiliser les normes des droits humains internationales par différentes parties prenantes pour améliorer, pour prévenir les violations, les abus, améliorer les choses, faire en sorte que l'environnement numérique soit bien conçu et centré sur les personnes. Donc ça, c'est le premier bloc. Et je vais vous laisser modérer cette session. Dans cette section, nous avons donc Pierre et Peggy et Juliane en ligne. Et nous parlons donc de ces mécanismes qui permettent de prévenir les abus et les violations des droits humains. Et peut-être pouvons-nous, comme on l'a dit tout à l'heure, anticiper certaines de ces violations, notamment, et donc prévenir leurs effets. Peggy, vous êtes dans une position parfaite pour parler des effets sur les droits humains, de nous parler des outils précautionnaires qui existent. Oui, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec ceux qui sont dans la salle et qui nous écoutent. Dans une grande salle
comme celle-ci. On parle parfois des éléphants dans la pièce en anglais, des choses énormes dont on ne parle pas. Et la question, c'est de savoir pourquoi on est toujours là, pourquoi on parle encore des droits humains. Et Alison l'a dit clairement, il y a une véritable tension entre ce que signifient les droits humains dans l'espace numérique, et ceux qui ont suivi les conversations et l'actualité se sont rendus compte que la conversation a changé au cours des 18 derniers mois. Et je crois qu'il faut vraiment prendre cela en compte dans ce panel. Il faut discuter du fait que les droits humains sont toujours pertinents, qu'est-ce que ça signifie dans l'espace numérique et qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'innovation, à la réussite dans un monde concurrentiel lorsqu'on veut développer des technologies. Et je crois que ce qu'on peut apporter à cette conversation, c'est que les droits humains, ce n'est pas un obstacle pour le développement des nouvelles technologies, mais au contraire, c'est un atout. Et les entreprises, les gouvernements qui réussissent à intégrer les droits humains dans leurs produits, eh bien, c'est eux qui remporteront la mise. Comme le disait Alison, il faut s'assurer que les bénéfices de l'intelligence artificielle soient récoltés par tous. Et on avait des droits sociaux au départ. On a eu des réunions, des pactes. Et on a également eu des accords, des engagements sur les droits humains. Pourquoi est-ce que ces cadres sont si importants? Eh bien, nous vivons dans un monde fragmenté, polarisé, et ces cadres des droits de l'homme sont toujours là en tant que ressources universelles. Tous les États membres l'ont signé. Ils se sont engagés sur ces principes fondamentaux qui guident et la technologie et son utilisation. Et en s'appuyant dessus, je crois que prendre cela comme base, c'est vraiment un point sur lequel on peut être tous d'accord. Les droits humains peuvent nous aider à comprendre ce qui est en jeu, ce qu'on doit préserver, à quoi va servir l'IA, pourquoi on en a besoin. Est-ce qu'on en a besoin pour atteindre des meilleurs objectifs de santé, pour qu'il y ait une meilleure éducation, qu'on ait des meilleures traductions, interprétations? Est-ce que ça peut nous aider dans nos conversations les uns avec les autres? Mais ça peut aussi nous aider à trouver des solutions parce qu'on sait qu'il y a des conflits dans cet espace numérique et c'est important de voir si on peut développer des technologies qui sont au service des gens sans qu'elles sapent les droits fondamentaux. Ce cadre des droits humains, on y travaille depuis un certain temps et il n'y a pas des droits qui sont plus importants que d'autres ou c'est l'un ou l'autre. C'est au contraire les deux ensemble et ça nous permettra d'avancer. Donc on a des travaux actuellement sur ces sujets pour naviguer dans cet espace, notamment sur la diligence raisonnable en termes de droits humains pour les nouvelles technologies. Mais les éléments principaux, ce sont la transparence. Il faut qu'on sache ce qui se passe, avoir des bons rapports sur ces technologies, savoir comment les droits humains sont évalués dans ce contexte. Il nous faut aussi une participation. Donc, les voix de toutes les parties prenantes doivent être entendues. Tout le monde doit être invité autour de la table lorsqu'on commence ces conversations sur l'IA. Et c'est pas juste parce que c'est bien de le faire, mais si on n'écoute pas la société civile, si on n'a pas leur expertise, eh bien, on va rater un certain nombre d'éléments très importants pour protéger les droits humains. Et enfin, il nous faut de la redevabilité. Il faut aussi qu'on comprenne comment fonctionnent ces technologies pour les personnes et apprendre des erreurs ou de ce qui ne fonctionne pas pour améliorer les choses et avoir des résultats plus satisfaisants à l'avenir. Merci beaucoup, Peggy. Rapidement, est-ce que par rapport à la redevabilité, la transparence, la participation, est-ce que vous pourriez nous parler des défis institutionnels, par exemple les silos, quand on a un cadre pour les droits humains, comment est-ce qu'on peut l'étendre à des institutions qui seraient peut-être plus agiles, qui évolueraient plus rapidement?
Le défi le plus important, c'est les inégalités et la discrimination. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, on le voit à différents niveaux. Dans les outils qu'on construit, souvent, il y a des biais. On intègre des inégalités parce qu'on utilise des jeux de données qui ont des inégalités intégrées dans ces données. Et également, investissement dans l'IA pour le bien serait une bonne chose. La question, c'est qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur pour les utilisateurs, pour les gens? Troisièmement, pour les inégalités, comment s'assurer que ces technologies touchent les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes qui sont marginalisées et qui, en réalité, seront les derniers à monter dans le train technologique. Et c'est à eux que pourraient bénéficier ces technologies parce qu'elles pourraient ne pas coûter grand-chose. Et enfin, il faut regarder où sont placés les centres de données, en quelle langue se font ces outils qui contrôlent les IA. Et si on n'y prête pas attention, eh bien, les inégalités vont augmenter. Ça, c'est le vrai risque. Merci beaucoup, Pierre. Nous avons parlé du cadre des droits et à présent, passons à l'aspect infrastructure de la technologie qui serait un catalyseur des droits de l'homme. Merci beaucoup. D'abord, ça me donne une occasion de saluer les interprètes qui, j'espère, ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle tout de suite. Et puis, je pense que dans les droits humains, il y a aussi la possibilité de s'exprimer et d'entendre les personnes dans leur propre langue. Et voilà. Alors, moi, je vais finalement vous parler ici de quelque chose qui n'est pas une technologie émergente, c'est-à-dire des infrastructures sous-jacentes d'Internet qui permettent à ces technologies émergentes d'émerger. Et c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire que dans le dialogue entre les droits humains d'un côté, la technologie de l'autre et les nouvelles technologies par-dessus, il est toujours bon, me semble-t-il, de rappeler que depuis le déploiement d'Internet, avec ses qualités propres, qui sont des qualités qui ont d'ailleurs été citées tout à l'heure par Peggy, qui sont des qualités de transparence des protocoles, de gouvernance multi-acteurs, ces qualités-là, elles permettent, à travers l'accès des populations, l'exercice concret d'un certain nombre de droits. Alors, elles ne règlent pas tous les problèmes, mais si je vous donne comme exemple l'accès au savoir, l'accès à l'éducation, l'accès à la loi, au corpus juridique, la possibilité de se développer professionnellement, tous ces droits-là sont potentiellement renforcés par l'accès à Internet. Et encore une fois, je ne prétends pas qu'Internet règle tous les problèmes et qu'il suffit de se connecter pour plus avoir de sujets. Mais il est évident que depuis une trentaine d'années, le renforcement de ces droits et leur effectivité a été développé par cet accès à Internet. Ce qui nous amène aussi d'ailleurs à préciser que un des droits qui est probablement aujourd'hui le plus bafoué, c'est le droit d'accéder à Internet. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs milliards de personnes qui n'accèdent pas à Internet. Et que donc, Internet portant cette possibilité d'effectivité des droits, en contraste, renvoie une partie de la population mondiale dans une situation beaucoup plus compliquée, puisque justement, cette fracture numérique dont on parle depuis des années, plus le temps passe, plus elle est violente. Puisque moins il y a de gens qui ne sont connectés, enfin qui ne sont pas connectés, et donc ces gens-là sont encore plus exclus qu'auparavant. Donc c'était vraiment ce point-là que je voulais
que je voulais faire à ce stade-là. Peut-être juste un dernier point très rapide là-dessus, c'est dire que la technologie qui sous-jacente à Internet est une technologie qui a aussi une qualité, c'est qu'elle est neutre. Et dans le débat que nous avons entre technologie et droit, il me semble qu'il faut toujours garder à l'esprit que les acteurs de ces technologies, ceux qui les gèrent, ceux qui les opèrent, les opérateurs d'infrastructures critiques, doivent garder une forme de neutralité. Et que c'est dans cette tension entre la neutralité exigée de ces acteurs et en même temps l'exigence qu'ils respectent les droits humains qu'il faut trouver un chemin qui n'est pas toujours évident, mais c'est cet équilibre-là. Si je suis complètement neutre, les droits humains, ça n'est pas neutre. C'est très important, c'est primordial, mais ce n'est pas neutre. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre, je dirais, la neutralité des protocoles et des tuyaux et la prise en compte de la matérialité de ces droits. Thank you so much, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Vous avez parlé des infrastructures sous-jacentes qui nous permet d'avoir différentes couches supplémentaires de technologie. Et je crois que vous avez dit très vivement que un certain nombre de personnes sont exclues de l'exercice de leurs droits. Les interprètes s'excusent, mais le micro de l'oratrice gratte. Il y a des frictions. Et donc, il y a une tension, comme vous le disiez, un manque de représentation dans ces grands jeux de données, une incapacité à peut-être faire progresser ces technologies. L'interprète s'excuse, mais il est impossible d'entendre l'oratrice. Et je sais que vous y avez beaucoup réfléchi, mais peut-être qu'on pourrait établir des liens entre la connectivité. Tout n'est pas noir ou blanc. Ce n'est plus simplement une question de fracture au niveau de la connectivité, mais quelles sont vos ressources? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Use ChatGPT or to produce an alternative technology. Can you just talk to us a little bit? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ces points? Pourtant, et ça a d'ailleurs été en partie abordé tout à l'heure par Peggy quand elle évoquait la localisation des données, par exemple, la fracture numérique et la fracture de l'accès, elle se matérialise aussi par le fait que sur le terrain, dans un certain nombre de régions, dans un certain nombre de pays, les données qui sont produites et qui doivent servir à l'accès à ces droits-là, qui doivent les informer, ne sont pas maintenues localement. Et donc elles sont aspirées quelque part ailleurs, etc. Et on n'a plus à espérer que la restitution de ces données et de ces productions se fera de manière neutre, de manière efficace. Et il y a une forme effectivement potentiellement de dépossession d'héritage culturel, de réalité économique, par le fait que l'infrastructure qui n'est pas que des tuyaux de données circulants, mais qui est aussi des data centers, comme on l'a dit, doit aussi être répartie géographiquement dans le monde entier. Et on le voit bien avec le problème en tout cas, le sujet de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas un sujet finalement si récent que ça. Il y a quelques années, à l'IGF, on parlait de big data. On ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais en fait, on parlait de la même chose. Aujourd'hui, on va chercher à embaucher il y a depuis 10 ans, on cherche à embaucher des data analystes. Si vous avez des pays où il n'y a pas de data, ça ne sert à rien d'embaucher des data analystes. Donc vous avez vraiment ce cercle vicieux qui reste un problème, qui l'est depuis 25-30 ans, et sur lequel il est important de se dire que même si les choses progressent, ça n'est pas un problème qui est derrière nous. Et plus
Internet et les technologies nouvelles, l'intelligence artificielle ou d'autres technologies apportent du bien ou du bon, plus cette fracture est scandaleuse. Thank you so much for that. Merci beaucoup. Et ça nous amène à Julian. Julian, vous allez nous parler des impacts des systèmes de l'AI. Donc c'est finalement une assez bonne transition par rapport à ce que disait Pierre déjà. Combler les lacunes qui existent pour ce qui est des normes et qui affectent la possibilité de défendre les droits. Je vous propose d'intervenir là-dessus. Merci Alison et merci aux organisateurs de m'avoir ici au centre. Eh bien, on soutient des cadres internationaux sur l'IA, sur la politique numérique, dans le soutien des droits fondamentaux. Et ce qu'on essaie de souligner, c'est qu'il existe des normes, des recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA qui ont été adoptées par les 194 pays membres. Et l'UNESCO a également développé certains outils pour aider les pays à mettre en œuvre les recommandations, une méthode d'évaluation des cadres nationaux. Est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre les recommandations de l'UNESCO? Et puis on a les outils d'évaluation d'impact aussi qu'on peut utiliser pour évaluer les impacts à travers le cycle de vie. Et au Centre pour la politique numérique, eh bien, on va écrire des études d'impact sur tout le cycle de vie et on va se tourner vers différentes juridictions, l'UE par exemple, pour voir les systèmes à haut risque de l'IA. On se tourne vers les Pays-Bas, où il y a des mandats juridiques pour ces systèmes. Pour ce qui est de la façon d'améliorer les choses, améliorer et renforcer les capacités, eh bien, en même temps que l'IGF, on a le forum de l'UNESCO sur l'IA en Thaïlande qui soutient la mise en œuvre des recommandations de l'UNESCO à ce propos. Et Mme Hickok, justement, est à Bangkok pour une formation de formateurs. Et ces experts vont ensuite former différents représentants des gouvernements sur une meilleure compréhension de l'IA et comment mettre en œuvre les recommandations de l'UNESCO dans leurs pays respectifs. Julian, thanks very Julian, merci beaucoup. Nous aimerions vraiment opérer un suivi avec vous quant aux évaluations d'impact et de préparation, parce que pour beaucoup de pays en développement, c'est un défi. On sait tous ce qu'il faut faire, mais malheureusement, on n'a pas les capacités institutionnelles pour le faire. Et il y a des défis institutionnels, c'est très clair. Merci beaucoup pour vos exemples, mais la question, c'est au niveau institutionnel et à plus grande échelle, comment en traiter finalement. Pour moi, l'UNESCO fait beaucoup d'efforts pour soutenir plusieurs pays et les évaluations d'impact ont été menées dans un grand nombre de pays qu'on pourrait appeler pays émergents, pays en développement, le Brésil, le Kenya. Des pays qui peut-être ne sont pas à la pointe de l'IA, mais qui sont intéressés par une meilleure compréhension de ce que l'IA pourrait signifier pour les différents pays. Et ça doit faire partie des cadres législatifs nationaux, bien sûr. Le forum de l'UNESCO, je l'ai dit, où il y a une formation de formateurs, c'est important.
Et puis, il y a une formation des experts. On va former plus de représentants gouvernementaux, de formateurs, donc au cours de ces 12 prochains mois. Et je crois que ça pourrait permettre d'avoir une plus grande durabilité des efforts. Merci. Peut-être qu'on pourrait, avant le prochain panel, avoir une question du public. Oui, au Bénin, nous avons un hub en ligne et le hub nous demande quels sont les plus grands défis pour défendre les droits humains dans le cadre des nouvelles technologies en zone rurale. Et une question de Timothy Holburn. Tim, vous êtes là? Comment le droit international et les droits humains peuvent-ils lier à la gouvernance de l'Internet? Malheureusement, l'orateur lit la question à une vitesse un peu trop élevée pour permettre l'interprétation. Peut-être serait-il possible, de la part de la cabine d'interprète, de demander à afficher les questions à l'écran afin que nous puissions les suivre. Oui, alors, on va interroger le panel. Si vous pouviez répondre à ces questions. Oui, Peggy, je serais ravie de répondre. Les défis et les zones rurales, bon, on y a en partie répondu. La connectivité, c'est le premier défi, hein. Il y a énormément de gens qui ne bénéficient pas de l'aide dont ils pourraient bénéficier. Et un autre problème qui n'est peut-être pas suffisamment au centre, eh bien, il y a des coupures Internet. C'est pas parce qu'ils n'ont pas Internet au départ, parce qu'il y a un choix conscient de fermer Internet dans certains cas aussi, d'y arrêter l'accès. Et là, c'est un processus qu'il conviendrait d'améliorer. Donc, ce type de coupure volontaire, il faudrait y remédier aussi. Mais il faudrait peut-être commencer par la connectivité. Et puis, il faut s'adapter pour s'assurer que lorsqu'on a Internet, eh bien, ça répond bien aux besoins des personnes en zone rurale. Il ne faut pas construire des systèmes qui ont juste un public cible. Parce que ceux qui sont des développeurs, là c'est aussi un problème de genre, ces développeurs ne vont pas forcément réfléchir aux besoins et aux défis dans les communautés marginalisées, pour les femmes par rapport aux hommes. Donc là, la communauté des développeurs doit aussi pouvoir faire intervenir l'expertise importante qui existe. Merci beaucoup, Peggy. Bien, ces deux questions sont adressées à tous les panélistes et je crois qu'on va pouvoir passer au panel suivant, en fait, avec la deuxième question. Puis lorsqu'on aura d'autres questions du public, eh bien, vous pourrez y répondre. Mais le deuxième bloc de la discussion, c'était un équilibrage de l'accès des droits, et c'est très lié au premier et à la troisième question. Mais là, on va se pencher peut-être sur les nouvelles technologies qui avancent et comment équilibrer l'inclusion, l'accès, parce qu'on présente souvent ça comme des tensions, la réglementation, l'innovation qui seraient en opposition. Et à certaines conditions, il faut gouverner pour créer des conditions égales. Et là, il suffit de voir un petit peu la concentration du marché de l'innovation pour voir qu'il y a peut-être un problème. Alors, comment permettre une participation égale? Et quelques exemples pratiques, on en a entendu. Alors, je me tournerai d'abord vers vous, Anita. Vous avez beaucoup travaillé sur les aspects structurels des inégalités numériques et la justice économique, c'est une question qui vous occupe, le droit au développement également, et ça permet de faire le lien avec ce que disait Peggy. Merci beaucoup. Pendant les réunions préparatoires qu'on a eues,
eh bien, Pablo m'a donné la base et il a dit qu'il faut qu'on ait une discussion animée. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais me baser sur les commentaires tout à fait valables. Alors, l'équilibre entre l'innovation et l'inclusion, eh bien, peut se faire grâce à une approche vis-à-vis des entreprises. Il faut un seuil pour l'économie de l'innovation qui doit pouvoir croître sans obstacle. Alors, c'est vrai qu'il y a des recherches qui montre qu'il y a énormément de lobbying de la part des grands acteurs qui parvient à cet environnement sans trop de législation. Et Alison en a parlé, on est tous du côté des gens. L'équilibre n'arrive pas forcément de là. Ça, c'est le premier point. Donc en fait, c'est un exercice qui permet de faciliter les affaires avec des externalités négatives au minimum. L'idée, ce n'est pas la société, hein, c'est l'économie au premier plan. Un exemple, et ce sera vrai sûrement pour d'autres régions, on a vu que le GDPR fait un équilibre en Union européenne entre la protection de la vie privée et le marché, et ça a donné des lacunes dans le profilage des algorithmes. Et qu'est-ce que ça fait à l'autonomie des utilisateurs ? Et ça, on est en train d'essayer de le régler grâce à la loi sur les services numériques, le Digital Services Act. Alors, c'est un problème qu'on connaît. On sait bien quel est le coût de ces publicités de surveillance, mais on ignore parfois consciemment les risques. Donc, en fait, il y a des voies permettant l'innovation. Et en tant que société civile, en tant que bureaucratie, en tant que bureau et autorité de la concurrence, en tant qu'éthicien des technologies, eh bien, il faut mobiliser. Mais c'est vrai que de façon minimaliste, on va d'une solution à l'autre sans forcément les analyser. Donc c'est problématique, je dirais. Je pense que ce qu'il faut, c'est voir le contexte macroéconomique de façon différente et il faut répondre aux droits des données, comment ça peut créer de nouvelles opportunités pour une innovation sociale. Deuxième point, très brièvement, le moteur pour les innovations va dans le sens des parts de marché. C'est ça l'incitant. Donc on veut capter des marchés. Les entités vont avoir l'utilisation de brevets préemptifs, ils vont bloquer les données, ils vont utiliser les lacunes, ils vont essayer d'éviter la transparence des algorithmes, éviter les systèmes fiscaux. C'est ça qu'on voit comme problème. Donc il y a vraiment un paradoxe là. On peut harmoniser les normes de données, comme l'a dit le collègue. On peut vouloir des normes, mais il y a une culture ouverte de l'innovation, et ça, c'est la cannibalisation des petites entreprises. Et on n'aura pas une diversification de l'innovation, et je m'en tiendrai là. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Anita. Alex, un défi donc. Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les efforts que vous avez faits pour promouvoir les droits humains dans le contexte de l'innovation et avec cette culture ouverte de l'innovation. Oui. Et merci de m'avoir incluse dans ce dialogue aujourd'hui. Bon, pour commencer, je dirais que je suis fière d'être chez Google. Nous sommes engagés pour les droits humains. Je ne dis pas que tout est parfait chez nous, mais je crois que pour toute entreprise, c'est important de dire qu'on s'engage pour les droits humains. Et ça doit évidemment faire partie des principes des Nations Unies. Si une entreprise ne respecte pas ces principes, c'est un problème fondamental. Alors pour ce qui est de l'intelligence artificielle, eh bien, en tant qu'entreprise, nous pensons que l'IA peut avoir des avantages pour les consommateurs, pour les individus, pour les entreprises, pour les services. Donc pour nous, nous voyons un potentiel
et nous innovons pour essayer d'améliorer les choses. Et nous apportons, nous l'espérons, des technologies qui le permettent. Mais il y a des risques, nous en sommes bien conscients. Donc notre leadership en parle beaucoup, on le dit en interne, on le dit en externe. On essaie d'être courageux, mais aussi responsable lorsqu'on innove. Donc on essaie de pousser au développement de nouvelles choses, accepter de nouveaux défis. Et en le faisant, on essaie d'avoir des normes permettant de traiter des risques. Et pour nous, les droits humains doivent être au cœur de cela. Autre point, il y a un rôle pour les entreprises au niveau individuel. Comment les droits humains peuvent jouer un rôle dans leur entreprise. Et puis ensuite, comment nous, en tant que secteur, nous travaillons ensemble et comment nous le faisons avec nos partenaires de la société civile, des organisations internationales, des gouvernements. Donc voilà, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Maintenant, pour notre part, nous voulons nous assurer que nous aurons des politiques sur la façon dont nous menons des formations. Comment nous voulons que les extrants soient formatés afin qu'ils soient acceptables. Voilà, ce sont des éléments qui nous disent qu'il faut que nous assumions la responsabilité de nos produits. Ensuite, on a des cadres sur la façon d'intégrer les droits humains dans tous nos produits. On a des principes IA sur la façon de réfléchir à notre propre travail. Mais évidemment, ce travail est important dans tout le secteur. Donc, toute entreprise se doit de le faire. Évidemment, il y a aussi un rôle de la réglementation. La réglementation doit se faire de façon intelligente parce que la réglementation, clairement, doit être là. Donc, nous collaborons avec les gouvernements et les institutions internationales pour essayer de voir comment cela pourrait se faire. Il y a des normes, il y a les normes des Nations Unies, les principes, le travail de l'OCDE et dans d'autres forums aussi. Ça, ce sont des normes que nous devons utiliser comme base pour informer le travail de réglementation. Donc il existe beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de choses se font très vite, mais on en est vraiment au balbutiement. Donc il faut s'assurer qu'on ne réinvente pas la roue. Il faut utiliser les cadres qui existent déjà. Et je crois que c'est la façon la plus intelligente d'aller de l'avant. Mais maintenant, créer des conditions égalitaires, c'est une bonne chose. Les droits humains doivent être au centre et une entreprise qui explicitement n'applique pas les principes des Nations Unies, eh bien, c'est vraiment problématique. Alors, j'ai encore une question. Vous avez parlé du fait que Google est bien conscient des risques associés et des risques liés aux droits humains particulièrement, et que vous avez des politiques, des formations, des cadres qui sont en place. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pratique pour vous? Quel est le plus grand risque et comment parvenez-vous à l'atténuer avec ce cadre de formation dont vous parliez? Peut-être que vous pourriez en identifier un exemple, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Et puis, vous dites que la réglementation du secteur est importante. Alors pour vous, quel est le plus grand point qui nécessite une réglementation? Alors, un exemple dont je pourrais vous faire part sur le côté risque, eh bien, tout ce qui est deepfake, contenu synthétique qui est manipulateur. On sait que les gouvernements, les membres de la société civile en sont préoccupés et c'est le cas pour nous aussi. Donc, pour nous, on essaie de faire plusieurs choses. Lorsqu'on réfléchit à la technologie, à l'intégration de la technologie dans nos produits, on voit comment vraiment identifier les produits pour qu'ils puissent identifier ce type de contenu. Sur YouTube, on a des créateurs de contenu qui vont créer des indicateurs sur le contenu pour montrer où il y a eu une manipulation par l'IA ou l'utilisation de l'IA dans le contenu. Voilà, pour que les gens comprennent ce qu'ils regardent. Évidemment, il y a beaucoup de défis qui sont liés à ça, mais c'est une façon dont nous essayons d'être utiles aux gens pour leur interaction avec le contenu. Et puis, avec Google Cloud, on a créé SynthID. Donc, c'est un filigranage du contenu, quelque part, qui permet d'identifier la provenance du contenu. Ça, c'est encore une chose qui permettrait aux gens de comprendre ce qu'est un contenu authentique, d'où vient le contenu. On l'a fait nous-mêmes, on fait cela avec nos propres produits, et puis on le fait en collaboration avec des collègues du secteur et de la société civile, avec des partenariats sur l'IA où on réfléchit à des protocoles autour de tout cela. Donc ça, c'est un domaine
où on voit des défis liés à l'IA. On travaille sur nos propres produits et on travaille sur des partenaires dans le secteur aussi pour essayer de traiter de ce problème. Ensuite, pour ce qui est de la réglementation, bon, il y a plusieurs choses auxquelles on réfléchit, nous. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour la préservation de la possibilité d'innover? Ça, c'est une chose. Et puis, il faut évidemment maintenir les normes en termes de droits humains. En particulier, que fait-on? On essaie d'avoir un cadre basé sur le risque qui est proportionné. Quels sont les dommages probables? Pour qu'on ait une réglementation qui peut être adaptée. Parce qu'avoir une réglementation trop large, ça peut être vraiment nuisible, ce sera trop vague. Et ça ne nous permettra pas d'avoir des solutions aux problèmes auxquels on fait face. Et puis, il faut faire une différence entre les différents types de parties prenantes. La législation doit faire la différence. Ici, le développeur a une responsabilité, l'utilisateur final, c'est un autre acteur, donc il faut bien les distinguer. Et on se concentre aussi sur les modèles hub. Il ne faut pas un régulateur IA unique. Chaque agence va être obligée de réglementer l'IA. Si on est dans la réglementation du secteur des finances ou de l'éducation, on devra être un régulateur IA quelque part. Donc il faut vraiment un renforcement des capacités chez tous ceux qui travaillent sur les questions réglementaires. Et puis l'interopérabilité, pour finir aussi. Il y a des pays individuels qui font des réglementations, mais les multinationales, elles opèrent partout. Donc nous voulons nous assurer qu'il y a un alignement, une interopérabilité entre les différentes réglementations et qu'on tire profit des normes qui existent déjà, qu'on utilise les principes des Nations Unies comme base, parce que sinon on a l'impression qu'on peut vraiment aller choisir un peu partout et qu'après on peut modeler un peu comme on veut. Mais alors le problème, c'est que c'est difficile pour nous, difficile pour les parties prenantes, expertes en droits humains, difficile de mettre cela en vigueur. Alors Julian, Alex a parlé des mesures entreprises et je crois que c'est important de voir ce qu'on peut faire au niveau de la production et au niveau de l'élaboration. Il y a des conséquences négatives, mais qui parfois sont non intentionnelles. Je sais qu'Anita a fait référence à un certain nombre de points. Alors, pour votre part, plus largement, quels défis voyez-vous? Et puis, je pense plus particulièrement au travail de gouvernance Internet à la base. Comment l'adapter pour l'IA? Merci beaucoup pour ces excellentes questions. Alors, plus largement, les innovations, les droits humains. Et si on revient à la recommandation de l'UNESCO, ce que nous soutenons fortement, ce sont certaines lignes rouges contre certaines pratiques ou certains systèmes IA qui pourraient résulter en des violations graves des droits humains ou des droits fondamentaux. Et il ne s'agit pas seulement d'idées issues de la société civile. Les recommandations de l'UNESCO recommandent déjà l'interdiction de l'IA dans certains domaines pour les impacts environnementaux, etc. Parce qu'il y a évidemment des ressources qui sont nécessaires de différents types. Il s'agit de recommandations sur lesquelles les pays sont d'accord, ces recommandations de l'UNESCO. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et on voit qu'on a la loi IA au sein de l'Union européenne, ça c'est une chose. Et on encourage plus de pays à la prochaine étape, une mise en œuvre des législations et les pratiques de haut risque doivent être interdites. Si on revient à la question de la gouvernance de l'Internet plus largement, certaines questions de gouvernance sont encore très pertinentes pour la gouvernance de l'IA. Ce sont les données qui sont à la base de l'IA. Il faut donc entraîner les modèles sur des données
et dans de nombreux pays du monde, il y a des autorités de protection des données, des cadres de protection des données. On doit s'assurer que ces cadres continuent à être appliqués, mis en œuvre, et qu'ils soient, si besoin est, mis à jour pour s'adapter à ces nouveaux types de technologies. Merci beaucoup, Juliane. Alors, nous allons prendre quelques questions du public. Mais avant de le faire, Anita, peut-être que vous pourriez répondre à certaines des contributions et revenir à votre introduction. Oui, je voulais simplement répondre à mes collègues. Beaucoup de travail a été fait de la part des différentes agences des Nations Unies là-dessus, mais je crois qu'il faut faire encore plus. D'abord, il semblerait qu'il y ait un certain consensus sur les droits humains. Ceux qui sont défendus dans le monde réel doivent être défendus en ligne aussi. Mais ça, c'est un point de vue en partie, si vous voulez, parce qu'il y a des complexités des réseaux qui ne sont pas forcément prises en compte. Si on voit les technologies de reconnaissance faciale, si on voit par exemple les scores de crédits sociaux pour les systèmes de retraite, etc., tout cela redéfinit l'identité technologique que nous avons. Si on regarde les chaînes de valeur, eh bien, il faut s'assurer aussi qu'on défend les droits de ceux qui ne sont pas utilisateurs, ceux dont les terres sont données pour construire des centres de données. Si on regarde les énormes industries agroalimentaires qui opèrent sur les marchés, ils contrôlent les données, ils ont accès à des données climatiques, ils peuvent faire des projections sur les prix, je ne sais pas, du blé sur le marché mondial et vont pouvoir manipuler la fixation des prix. Et si on prend l'exemple du petit agriculteur, eh bien là, il y a une manipulation des prix sur les prix des produits agricoles à l'avenir grâce à ces données dont le petit agriculteur sur lesquelles il ne pourra pas agir. Donc il y a des droits, des garanties qu'il faut assurer dans ce monde dominé par la technologie. C'est pourquoi l'OIT est en train de réfléchir à améliorer ses normes sur le travail décent. On regarde un petit peu sur ces normes de travail décent, quel rôle auront les algorithmes, par exemple. Et si on regarde le cycle de vie d'un produit, eh bien, ce n'est pas juste. Il faut une vision plus large de l'innovation. Je crois que nous devons regarder l'IA et l'économie de l'IA comme quelque chose qui sera toujours intégré. Une économie d'intégration dans les choix sociaux, dans la société, et pas l'inverse. On regarde la société comme intégrée dans l'économie et je crois qu'il faudrait vraiment renverser un peu les points de vue. Si on regarde le secteur privé, eh bien c'est un appel à leur lancer. Il y a une responsabilité volontaire à appliquer. Mais si on regarde la politique économique globale, si on veut passer de l'extraction des données à des sociétés de connaissances pluralistes, eh bien, il faudrait des outils plus contraignants en tant que communauté mondiale afin qu'il y ait une responsabilité. Et il ne faut pas avoir simplement des exhortations plus souples. Alors, on mentionne dans des documents la façon dont plusieurs pays en développement font encore face à des obstacles pour s'approprier ces technologies parce qu'il n'y a pas la compétence nécessaire, il y a des cadres institutionnels qui sont trop faibles et il y a des cadres budgétaires trop contraints. Cela fait très longtemps que cela m'exaspère, cette caractérisation des pays en développement. Ces contraintes, ce serait parce que cela nous manque. Non,
ça apparaît étant donné le contexte et évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a des déficiences inhérentes à nos sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est fabriqué par une économie extractiviste. Il suffit de regarder la charge de la dette d'une quarantaine de pays, 45 pays. Et ce type d'économie, c'est quelque chose d'historique et ça fait partie du paradigme. Donc le postulat de base, c'est de savoir s'il n'y a pas seulement une volonté politique, mais le courage pour éliminer ces obstacles. Et je crois que tous les gouvernements ont besoin d'un renforcement des capacités, hein. Donc moi, j'aimerais que le document reconnaisse cela. Ce n'est pas seulement des contraintes qui s'imposent aux pays en développement, c'est quelque chose qui est fabriqué, hein, c'est pas naturel. So there are two microphones. Il y a 2 microphones à votre disposition. Levez-vous pour qu'on vous voie si vous avez des questions. Bonjour, je m'appelle Oltina et je vais m'exprimer en espagnol. La pregunta es en relación a Ma question. Elle porte sur la réglementation et la tension entre l'aspect innovation et le respect des droits humains. Ce qui me semble intéressant, c'est que les entreprises doivent respecter les droits humains. C'est ce qu'on dit. Mais ça me semble étrange parce que c'est évident. Tout le monde doit respecter les droits humains. Et comme on a un parlementaire ici, j'aimerais savoir quelle est votre vision. Comment est-ce que vous voyez les choses pour l'Amérique latine, par exemple? Bonjour, je m'appelle Christian Fazilemigo. Je viens de la République démocratique du Congo, la RDC. Voici ma question. Elle porte sur les technologies renouvelables qui sont dépendantes du cobalt, comme vous le savez. Or, ce sont des enfants qui travaillent dans ces mines de cobalt. Alors, comment est-ce que le principe de protection ne devrait pas prendre en compte cela dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement? Ensuite, ce principe de précaution, est-ce qu'il ne devrait pas s'appliquer avec des audits de la chaîne d'approvisionnement et logistique pour les développeurs d'IA? Et comment est-ce qu'on peut appliquer ces points-là? Je vous remercie. Very much, Christian and Mallory. Hi, everybody. Bonjour à tous, je suis Mallory Nuttall et je souhaitais faire une réflexion par rapport à ma longue expérience sur la gouvernance de l'Internet. Je me suis rendu compte il y a peu que le rôle de la réglementation pour faire appliquer des outils des droits de l'homme est important, mais également il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. Et ces technologies, pour moi, ne sont plus émergentes parce que ça fait plus de 10 ans que j'y travaille et elles existaient déjà, mais vraiment une idée que renforcer la gouvernance de l'Internet et des cahiers des charges, des spécifications techniques sur la base multipartite, eh bien, elle est en train d'être alignée sur les demandes du public. Donc j'espère qu'on peut aussi avoir des normes parce que les normes ont aussi un rôle à jouer. En plus des outils sur les droits humains. Je me demandais si quelqu'un avait une réflexion sur le rôle des normes. Merci. Agustina, votre réponse sera donnée par Pablo dans le bloc 3. Et peut-être Julian pourra répondre à la question. Et Mallory, vous pourrez discuter de ces questions liées au protocole, il me semble. Et merci à l'équipe.
On a Tim aussi qui nous suit d'Australie à une heure très tardive. Et je ne vais donc pas lire toutes les questions que vous avez écrites, mais il y a d'excellents commentaires de la part de Tim. N'hésitez pas à les lire. Donc Anita, si vous voulez répondre. Oui, d'abord sur le principe de précaution. Et il y en a d'autres qui s'y connaissent sans doute mieux que moi. Mais je suis d'accord avec vous sur le principe. On voit des indications générales sur une éthique intergénérationnelle et également c'est ce bien-être de la planète devrait être programmé dans ces systèmes IA. Donc on devrait regarder ces chaînes de valeur. Il y a effectivement de la diligence raisonnable qui doit avoir lieu. Mais également, je crois que la question du nocif est un peu trop limitée dans ce cas-là. Donc il y a vraiment des questions plus larges de justice intergénérationnelle, de ressources limitées de la planète. Si j'ai bien compris, Mallory, je vous disais que les progrès, les valeurs sont très importantes sur l'ouverture pour favoriser les progrès, mais j'aurais une position un peu plus prudente. Je crois qu'il ne faut pas démoniser la fragmentation non plus, parce que je me rappelle ce que disait l'administration Trump et la Big Beautiful Bill, donc cette belle grosse loi. Et je pense qu'il y a des valeurs techniques très importantes, comme on l'a dit, qui peuvent être appliquées à notre avenir, mais qui doivent être faites dans un contexte très spécifique. Voilà pourquoi le contexte est très important quand on parle des valeurs techniques, parce qu'il y a aussi des idées, des valeurs politiques plus générales qui sont en jeu ici. Peggy. I just want to add in on the point about supply chains. Sur la question de la chaîne logistique, c'est tout à fait vrai ce que disait Anita sur certains outils, mais il y a effectivement d'autres outils qui peuvent être utilisés là où c'est bon. C'est-à-dire que on peut créer des incitatifs et des éléments de découragement, d'avoir des évaluations qui vérifient que ces chaînes d'approvisionnement, justement, ne recourent pas à l'exploitation des enfants. Et il y a des mouvements en faveur avec le 3D des Nations Unies qui est donc des éléments obligatoires de protection des droits humains. Donc ça s'applique sur la chaîne d'approvisionnement, mais également sur l'ensemble de la technologie. Et je crois que c'est ce à quoi se référait Anita tout à l'heure. Et c'est ce que disait Alex aussi, si on s'en remet à chacune des entreprises privées et à chacun des acteurs, eh bien, on crée un environnement qui est propice à l'exploitation. Parce que chacun peut tout à fait prendre ce qu'il veut, faire le produit qu'il veut. Et si n'exploitent pas toutes leurs possibilités, eh bien, ils seront désavantagés sur le plan compétitif. Et donc, il faut qu'il y ait une base qui soit ces droits fondamentaux exprimés par l'ONU. Merci. Merci beaucoup. Je voulais rebondir peut-être sur ce sujet de l'intégration dans l'élaboration des normes et des standards des problématiques qui sont les problématiques liées aux droits humains. Ça a été évoqué. Alors moi, je suis peut-être un peu provocateur là-dessus, mais l'AFNIC, on est dans la communauté technique et on n'aime pas la technocratie. C'est-à-dire que, au fond, il ne revient pas, selon nous, à la communauté technique, de déterminer les meilleurs moyens de protéger les droits humains dans des standards.
Non seulement ce n'est pas son travail, mais en plus probablement ça n'est pas sa compétence. Et on a vu un certain nombre d'exemples de cela, y compris à l'IETF, où il y a eu des travaux intéressants dans une RFC, Request for Comment, d'intégration des droits humains dans la manière dont on crée les standards, avec des biais qui étaient totalement inexplicables et qui venaient simplement de la bonne foi des gens qui disaient, par exemple, plus il y a d'intermédiaires, plus c'est dangereux. Personne ne sait pourquoi le fait qu'il y ait des intermédiaires, c'est dangereux. C'est probablement la personne qui a trouvé qu'au moment où elle l'écrivait, elle avait des problèmes avec un intermédiaire. Vous voyez, à la fin, ça finit en standard. De mon point de vue, c'est quelque chose d'assez dangereux. Ça ne veut pas dire que la technologie est en soi tellement neutre qu'elle ne doit pas adresser un certain nombre de sujets fondamentaux de respect du droit, mais imaginez qu'on pourra garantir les respects des droits à travers des normes et des protocoles, c'est probablement se faire des illusions et éviter les sujets qui fâchent. Et les sujets qui fâchent, c'est, comme le disait Juliane, c'est l'évaluation de l'impact des technologies quand elles sont arrivées. À quoi elles servent? Qu'est-ce qu'elles peuvent entraîner comme effet nocif? Comment on peut revenir derrière pour améliorer ces technologies et limiter ces effets nocifs? Mais probablement pas d'imaginer que by design et dès le départ, on aura réglé tous les problèmes. C'est en fait une approche qui est techno-solutionniste et qui, on l'a vu dans l'histoire, presque dans l'épistémologie, dans l'histoire de la science, n'a jamais véritablement fonctionné. Voy a hablar en español. Creo que sería bueno avanzar. Je vais m'exprimer en espagnol et je crois qu'il faut avancer. Nous avons la question d'Agustina sur les questions politiques et je crois qu'il serait bon de donner la parole ici à Rodrigo et d'entendre ce que vous avez à dire sur la partie législative. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit en amont ou en aval? Donc c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, n'est-ce pas? Comment doit se positionner le législateur? Eh bien, avant la révolution technologique, ce que faisaient les parlements, c'était de voir tous les problèmes sur la table, c'est-à-dire de s'y prendre en aval. Et puis, on avait eu un problème ou un progrès. Et à ce moment-là, le Parlement agissait. Il regardait un problème bien défini. Et c'est seulement à ce moment-là que le Parlement allait examiner le problème et le corriger. Or, actuellement, on est face à des changements permanents, une disruption incessante, et on ne peut plus s'attaquer aux problèmes comme on le faisait auparavant. Si les parlements veulent jouer un rôle proactif dans la défense des droits humains à l'avenir, eh bien, vous avez un devoir de protection. C'est un devoir parlementaire. C'est notre devoir. Et Google, eux, ils s'en fichent. Ils n'ont pas de devoir de protection. Leur devoir, entre guillemets, c'est de développer des technologies. Mais nous avons un rôle. Nous ne pouvons pas fuir nos obligations. Donc nous devons protéger de ce qui peut être nuisible. On parlait tout à l'heure de l'accès d'entreprises qui puissent être en capacité de développer des produits. Et c'est là où le Parlement peut jouer un rôle non seulement législatif, mais apporter des ressources au pays et gérer les ressources du pays. Donc si on veut vraiment étendre les capacités technologiques pour que tout le monde puisse développer telle ou telle technologie,
eh bien, dans ce cas-là, c'est au Parlement d'agir. Si nous pouvons être aussi en débat très animé au Parlement. Disons que nous pourrions être remplacés. On peut tout à fait dire que l'IA serait bien plus apte que nous à tel ou tel sujet. Et c'est vrai que les députés débattent pendant des jours et des semaines et l'IA pourrait régler le problème beaucoup plus rapidement que nous et nous remplacer. Mais nous avons un rôle fondamental à assurer. Il faut changer le paradigme. Et le paradigme du Parlement va devoir lui aussi changer et va devoir devenir proactif au lieu d'être réactif. Parce que ça ne sert à rien de courir derrière la technologie. On sera toujours en retard et on frappera toujours à la mauvaise porte. Parce qu'on veut essayer de se dépêcher et puis on arrive à la mauvaise porte. C'est ça qui se passe. Il faut vraiment changer de paradigme au Parlement. On en a discuté hier toute la journée et aujourd'hui d'ailleurs. Il s'agit du local contre le mondial, les droits contre les lois. Et il faut aller au-delà de ces clivages. Également, ce modèle multipartite, il fonctionne bien pour la gouvernance de l'Internet, nous en sommes tous d'accord. Or, si le Parlement a un rôle à jouer, eh bien, il doit rentrer dans cette perspective multi-acteurs. On parle de représentation des citoyens au Parlement, c'est notre rôle. Oui, mais nous n'avons pas d'autre option que de nous asseoir à la même table, au même niveau que l'industrie, les chercheurs, la société civile. Eh bien, il s'agit d'un terrain de jeu où tout le monde est à égalité, parce qu'on est obligé aujourd'hui. Les législateurs n'ont plus d'autres possibilités. On ne peut plus suivre le rythme des avancées technologiques. C'est absolument impossible. Vous aurez toujours 24 heures de retard. Et vous ne serez pas réélu. Il n'y a que 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? Il faut donc changer le paradigme. Et il faut le faire rapidement au sein des parlements, parce que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut des réglementations, sauf peut-être certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais on sait de qui on parle. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, à part eux, tout le monde convient qu'il nous faut une réglementation mondiale. Et il faut prendre en compte les voix de ces acteurs divers. Il faut faire participer les parlements locaux et les sociétés civiles. J'ai presque fini, Pablo. Nous devons aussi anticiper, être souple. Nous devons essayer d'être diplomates, établir un cadre propice à ce dialogue, une sorte de caisse à outils qui soit beaucoup plus variée et importante que ce qu'on avait jusqu'ici. Et il faut le faire au sein de nos parlements. Sinon, les droits humains seront bafoués. Pas seulement la deuxième génération de droits, mais aussi la première génération de droits. Et les risques sont grands.
Si on ne le fait pas, comme je l'ai décrit, eh bien, on arrivera trop tard et les problèmes auront atteint une telle amplitude qu'il sera quasiment impossible de les régler. Merci. Nous allons devoir conclure. Je suis vraiment désolée. Si je vais vous demander d'attendre un petit peu. Peut-être qu'on pourra vous faire poser votre question en 10 secondes, vous pourriez? Parce qu'il faut vraiment conclure. Allons-y, rapidement. Go! Donc, je voulais faire une contribution sur la question de la neutralité d'Internet, que je vois autrement. Le contexte ouest-africain, quand on le prend, la question de la neutralité d'Internet est autre. Il suffit juste de donner l'exemple de mon pays, le Sénégal, où durant la période préélectorale, il y avait beaucoup de coupures d'Internet au nom de l'ordre public, de la sécurité, alors que l'accès à l'Internet est un droit fondamental. Où est la neutralité dans ce cas? Merci. Merci. Yes, and I also have Christian's. Et puis nous avions aussi la question de Christian à laquelle on n'a pas encore répondu. Je vais me tourner d'abord vers Alex, puis Julian, Anita, et peut-être même que les autres pourront s'exprimer. Quels sont les messages clés du panel? Alex, c'est vous, vous êtes la première, allez-y. Pour moi, ça renforce vraiment tout ce que nous, les entreprises, devons faire avec la société civile, les législateurs au niveau local, national, pour nous assurer que les travaux avancent et qu'on vraiment on arrive au bon équilibre. Juliane, est-ce que vous souhaiteriez répondre aux questions? Et puis, il y avait la question du Sénégal. Merci. Pour ce qui est des questions, et notamment de la dernière question, je vais simplement parler en mon nom. Je comprends bien ce qui a été dit sur les inquiétudes systémiques et je crois qu'on doit vraiment y réfléchir. La question des droits numériques, des droits d'accès à l'Internet ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont liés aux produits et aux inégalités liées aux produits. Mais on a effectivement comme résultat au Sénégal un accès inégalitaire à Internet. Et cette année, nous avions Global Justice qui a vraiment fait un travail qu'il est digne de lire. Et dans les pays émergents, on voit que l'Internet est de plus en plus dans les mains des acteurs privés. Et je crois effectivement que un des messages clés, ce serait d'interconnecter ces questions à d'autres domaines, vraiment de le prendre au niveau du système. Merci. Nous avions aussi une personne en ligne par rapport à l'utilisation de l'Internet et la coopération internationale qui a été réduite. On a notamment vu des coupes dans les fonds qui ont été accordés au Sud. Anita? Oui, quelques points rapidement. On sait clairement aujourd'hui que les modèles n'ont pas besoin d'être universels. On sait que les modèles universels peuvent devenir quasiment totalitaires, étouffer la diversité. Et donc l'application de l'IA peut améliorer l'autonomie pour certaines communautés si elles sont vraiment mises au centre. Et aujourd'hui, en revanche, on voit que les valeurs locales disparaissent au profit des grands capitaux économiques. D'abord, la gouvernance publique, ce n'est pas juste une question de tempérer
les choses, mais vraiment de prendre en compte les besoins de la société, de ce nouveau paradigme dont vous aviez parlé pour une justice équitable. Les parlements doivent aussi respecter l'esprit de la solidarité internationale, des valeurs aussi dont on a parlé dans la salle. Il y a notamment la législation environnementale qui peut être prise comme principe, mais il y a aussi d'autres principes environnementaux comme le pollueur-payeur. Et là, ce serait pareil pour la désinformation. Vous propagez la désinformation, vous payez. Donc c'est une question de responsabilité qui vient de la loi environnementale dont on peut s'inspirer ici. Également, les normes techniques ne doivent pas nécessairement devenir des normes politiques. Les acteurs ont parlé d'ouvrir ces bases de données génomiques qui sont devenues des sources de biopiratage réellement. Et ça, le dernier point, on ne doit pas pratiquer l'antagonisme entre les utilisateurs et les acteurs privés ou Internet. Il nous faut des infrastructures communes pour tous. Merci. Je vois que nous devons finir à 17 h. Alison, pour conclure, je vais vous laisser conclure. C'est vrai qu'on a discuté de très nombreux sujets. On n'a pas résolu toutes les questions qui ont été abordées et posées dès le début, mais je crois même qu'on a encore plus de questions qu'au début, et c'est sans doute une bonne chose. Merci, Pablo. Merci de me laisser la lourde tâche de résumer cette session. Ce qui était intéressant dans les différents débats, eh bien, c'est que tout le monde a contribué de façon différente. Et le principe de précaution, je crois, devient évident dans les débats technologiques, et ce depuis de nombreuses années. Comment est-ce qu'on peut tempérer ces éléments nocifs, nuisibles? Et ce qu'on retire aussi de ce débat, il y a 5 ans, l'IGF poussé pour la prévention de la réglementation ou ne pas trop réglementer pour pouvoir innover. Et les choses ont vraiment changé. On voit l'explosion des inégalités, des contenus nuisibles. Et là, tout le monde accepte qu'il faut agir, que les gens doivent être entendus, que les parlements doivent agir, qu'il faut regarder au-delà de ces droits numériques en silo et de ces éléments nuisibles numériques. Il y a eu la question de l'extraction des minéraux, l'exploitation de la main-d'œuvre des enfants pour nourrir cette chaîne d'approvisionnement. Et on est en train de faire un travail de détraumatisation aussi. Et je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'atténuer les éléments nocifs, mais vraiment de faire participer les individus. Il faut pouvoir protéger les droits humains, les droits individuels, par des systèmes ouverts aussi. Et je crois qu'on reconnaît bien que les modèles d'autoréglementation ont failli. La législation européenne est déjà allée au-delà de l'autorégulation. Et on peut faire beaucoup au niveau national et régional, mais comme il s'agit d'entreprises multinationales qui concentrent leur pouvoir et qui dominent le marché, eh bien, cela va demander un niveau de coopération internationale très élevé. Et il faut le faire de sorte que cela reflète les voix, les visions, les opinions des différentes parties prenantes du Sud. Et souvent, on avait des gouvernements de haut niveau et pas forcément du multipartite. Et le multipartite était réservé à des forums où on ne prenait pas de décision. Et ça, c'est un point qui a été mentionné très souvent.
Il y avait bien d'autres commentaires que je ne peux malheureusement plus inclure parce que nous n'avons plus le temps. Nous sommes restés dans nos 90 minutes. Nous serons en ligne pour la prochaine décennie. Merci à tous.